Très bien. Alors, bonsoir à tout le public qui est là. Bienvenue à cette activité duo sur les lucioles avec tout d'abord la conférence de Pablo Duchesne maintenant et autour de 22 heures, on aura également une petite exposition et puis visite sur place avec Anne Freitag, qui est conservatrice au musée de zoologie de Lausanne. On viendra voilà, nous montrer quelques lucioles verluisants des collections du Palais de Rumine. Notre conférence ce soir, il était très attendu parce que c'est l'euro-lauréat du prix du bicentenaire de la Société vaudoise des sciences naturelles, qui avait été remis du coup pour l'année 2018, 2019. C'était prévu du coup qu'il nous fasse une conférence en présentiel l'année passée, qui a bon, évidemment dû être reportée. Et puis, bon, il nous a fait la surprise de déménager en Allemagne à l'Université de Münster ce printemps, si bien qu'on doit quand même l'accueillir du coup par visioconférence ce soir. Mais bon, c'est comme avec un très grand plaisir. Euh, Pablo, du coup, est un biologiste qui est spécialisé dans l'évolution génétique des organismes pour répondre aux changements environnementaux. Et ces dernières années, il s'est pas mal concentré, entre autres, sur les lucioles européennes et puis leur adaptation dans les différents habitats du continent. Donc voilà, après ces quelques mots d'introduction, Pablo, je vous laisse volontiers la parole. Partagez votre écran et puis, voilà, nous présenter tout ça. Merci Bon, beaucoup. oui, merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Alors, attendez. Voilà. Hum, Alors, euh, est-ce que vous voyez maintenant l'écran? Oui, Ok, est-ce que vous voyez la flèche aussi? oui, Ok, merci beaucoup. Bon, alors d'abord, merci beaucoup, Julien, pour l'invitation. Bon, je voudrais d'abord remercier la Société vaudoise des sciences naturelles et la Société académique vaudoise pour soutenir mon projet. Et en fait, c'est aussi pour moi une excellente occasion pour expliquer ce que je fais dans ma recherche plus en détail. Donc, ce soir, on va parler de lucioles, mais, mais je vais prendre un point de vue un peu différent que d'habitude. Ça veut dire qu'au lieu de me concentrer trop sur la biologie et l'écologie, je veux parler un peu plus de la génétique, ok? Et sur la façon dont ces informations génétiques nous aident à découvrir l'histoire adaptative des lucioles. Alors, on commence. Pourquoi les lucioles sont-elles si fascinantes pour les biologistes comme moi? Donc, en fait, il y a plusieurs choses. On a d'abord la bioluminescence. La bioluminescence, la lumière, en fait, c'est produite par la luciférine, ce sont des molécules qui produisent des photons, donc c'est la lumière qu'on voit dans les lucioles. Après, on a la diversité. En fait, il y a plus de 2000 espèces de lucioles dans le monde. Est-ce que vous croyez ça, 2000 espèces de lucioles? C'est incroyable. En Europe, on a 50 espèces à peu près. Et en Suisse, on a 5 espèces de lucioles. Après, on sait qu'elles vivent sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement la diversité, mais elles ont vraiment aussi réussi à coloniser plusieurs régions dans le monde. Mais même si les lucioles ont été largement étudiées, l'origine de nombreuses espèces est inconnue. Il est probable, alors on sait, on a des théories que les lucioles soient originaires d'Asie et puis se soient propagées dans le reste du monde. Mais ça, ce sont seulement des théories et on va pas résoudre ce problème ici maintenant. Mais à la place, je veux me concentrer sur les lucioles européennes et surtout sur les lucioles suisses. Donc, en Suisse, on a 5 espèces, hein, au moins selon la dernière publication dans ce sujet. Et ici, on va se concentrer sur 3 espèces qui sont vraiment assez communes. On a d'abord
On a d'abord l'espèce qui s'appelle l'Ampyris noctiluca, aussi connu comme l'Empire, le ver luisant. Après, on a Luciola italica, qui est connue comme la luciole d'Italie. Et on a l'Amproisa splendidula. En fait, je n'ai pas trouvé un nom commun de l'Amproisa en Suisse ou en français. Je n'ai pas trouvé s'il y a des spécialistes en lucioles maintenant dans le public, si vous savez, mais moi, je n'ai pas trouvé. Mais bon, pas important pour le moment. Donc, dans les cantons des Vaux, en fait, on trouve des lampires, des vers luisants, et on trouve des lucioles d'Italie. L'Amproisa est aussi trouvé, mais elle est plutôt trouvée dans l'est et le nord-est de la Suisse, la partie proche de l'Allemagne. Et bon, pour avoir une meilleure idée de l'extension géographique de ces espèces, on va regarder leur distribution en Europe. OK? Donc, les lampires vivent dans toute l'Europe, du sud jusqu'au nord, même en Finlande. OK? Après, on a l'Amproisa splendidula qui vit principalement en Europe centrale, plutôt au nord des Alpes, et certaines populations qui vivent au sud des Alpes. Et finalement, on a Luciola italica qui vit principalement au sud des Alpes. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'avant, la luciole d'Italie, elle ne vivait qu'au sud des Alpes, mais elle a été introduite en Suisse en 1940. Et puis, elle a commencé à coloniser un peu des autres régions autour du lac Léman. Donc, je me reviens que vous maintenant regardez ces distributions-là. Alors, quand je regarde ces distributions géographiques, elles attirent vraiment mon attention car elles sont très, très différentes. D'un côté, on a des populations, comme les populations de vers luisants, largement reparties dans toute l'Europe. Et d'un autre côté, on a des populations très restreintes. OK? Donc, quelle est la raison de cette différence? Pourquoi? Peut-être que certaines espèces n'ont pas encore eu le temps de se propager dans de nouveaux endroits, ou peut-être aussi qu'elles ne sont pas adaptées pour vivre plus au nord ou plus au sud. En tout cas, il y a un point commun entre ces trois cas, et c'est que les lucioles ont besoin d'endroits humides pour vivre, d'endroits qui sont près de l'eau. On appelle ces endroits des zones humides ou milieux humides. Il est donc très important de préserver ces endroits. Et aussi, un autre problème, c'est que le changement climatique et d'autres activités humaines ont un impact sur les endroits où les lucioles vivent. J'ai un exemple ici. Ceci est un exemple de la réduction de la connectivité et de la quantité de zones humides dans le canton de Zurich. OK? Alors, ces zones humides ici sont représentées par des pointes noires. OK? Donc, regardez la densité des points noirs, des zones humides qu'on avait en 1900 ou avant. Et comparez-la avec aujourd'hui. OK? La réduction est vraiment inquiétante. Donc, on peut se demander, qu'est-ce qui se passe si on perd nos populations de lucioles? Est-ce que c'est grave? Bon, alors ce n'est pas seulement qu'on peut perdre des jolis insectes, mais les conséquences écologiques sont encore plus graves. Alors, pourquoi les lucioles sont-elles importantes? D'abord, on a le contrôle biologique. Les larves des lucioles contrôlent les populations d'escargots, de limaces et d'acariens. Aussi, en écologie, les adultes des lucioles sont des pollinisateurs efficaces. Après, la qualité environnementale. On sait que les lucioles sont des bons indicateurs pour la qualité de l'eau. Ça veut dire que chaque fois qu'on trouve des lucioles, donc quelque part, ça veut dire que la qualité de l'eau là-bas, c'est assez haute. Et finalement, on a elles sont importantes pour la médecine parce que la luciférine a des applications majeures dans la recherche biomédicale. Comme j'ai dit avant, les luciférines sont des molécules responsables de l'émission de photons et pourtant de la lumière des lucioles. Et quelle est la relation avec la recherche médicale, vous pouvez demander. Donc, la luciférine est souvent incorporée dans les bactéries
qui après interagissent avec des tissus affectés. Par exemple, des tissus de cancer, des tissus de sclérose en plaques, etc. Et donc, la luciférine aide à visualiser et à suivre les activités cellulaires des tissus affectés. Donc, c'est vraiment des applications incroyables qu'on a. Donc, pour conclure cette première partie, je veux alors encore une fois dire pourquoi on est, ou moi je suis plutôt intéressé aux lucioles en Suisse, aux lucioles européennes. D'abord, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut conserver leur population et leurs habitats. On veut connaître l'histoire et l'origine de leur population. On veut savoir à quels défis environnementaux ils sont confrontés. On veut savoir comment les lucioles réagissent ou s'adaptent à ces changements climatiques. Et ce que c'est vraiment important, c'est qu'avoir accès au génome des lucioles nous aide à répondre à toutes ces questions. Et maintenant, je vais commencer la deuxième partie de cette présentation et je vais parler de génome. OK? Donc, qu'est-ce que c'est un génome? Le génome est constitué de toute l'ADN présent dans une cellule d'un organisme. L'ADN est composé de 4 molécules, A, T, C et G. Et avec ces 4 molécules, l'organisme forme de longues séquences qui constituent le génome. C'est ça. Donc, certaines sections du génome, ils sont les gènes. Et ces gènes se traduisent ensuite par de nombreux traits morphologiques qui sont importants pour la survie. Donc, pardon, on pourrait alors dire qu'un génome est formé des gènes et des régions qui sont entre les gènes. On appelle ça des régions intergéniques. Mais ce qu'on voit maintenant, ce que je viens de présenter, c'est seulement pour une luciole individuelle. Alors, une luciole va avoir un génome. Mais quelle différence on peut voir si on considère les génomes de plusieurs individus de lucioles? Et ça, c'est comme ça devient vraiment intéressant. Alors, j'aimerais bien que maintenant vous imaginez qu'on a une population de lucioles. Ici, c'est représenté par ce petit dessin. Alors, si on prend un échantillon d'individus, okay, on va juste prendre quelques individus et on examine leur génome. Okay? Chaque individu va avoir un génome. Il est peu probable qu'ils soient tous identiques. Alors, les génomes de chaque luciole, ça ne va pas être vraiment identique, mais ce qu'on trouve tous les temps, ce sont des sites avec des mutations. Les mutations ici sont représentées en rouge. Donc, dans cette représentation, un site, ça veut dire que c'est une colonne. Chaque colonne est un site. Et si une colonne ou un site a une ou plusieurs mutations, on appelle ça une variante. Dans cet exemple, on a 5 variantes. On a une variante ici, 1, 2, on a ici 3, 4 et 5. On a 5 variantes. Et donc, le nombre de variantes est vraiment, vraiment important. Pourquoi elle est vraiment importante? Parce que le nombre de variantes dans un génome est une mesure directe de la diversité génétique d'une population. Alors, par exemple, on a ici une population qui est génétiquement bien diversifiée, avec beaucoup de variantes et certains variants présents chez plus d'un individu. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variantes. Et cette variante-là, par exemple, la troisième, est présente dans un individu et dans un deuxième individu. C'est ça dont je parle. Il existe également des populations avec moins de variantes et elles représentent des populations qui ne sont pas diversifiées. Donc, la diversité génétique est très importante pour l'adaptation. Et je vous explique ça maintenant pourquoi la diversité génétique est importante pour l'adaptation. Et pour voir ça, il faut imaginer qu'on a un stress environnemental. Il y a quelque chose qui se passe dans l'habitat que donne quelques stress à la population. Donc, si on a une population qui est diversifiée, on peut trouver souvent des individus
on va dire maintenant que la variante qui a cette mutation T sont capables de survivre à un changement ou à un stress environnemental. Donc, si c'est seulement ces individus-là qui possèdent cette T vont survivre, donc les autres individus, ils vont mourir. C'est triste, mais ils vont mourir. Donc, et les survivants vont se reproduire et ils vont devenir plus abondants. Mais au moins, il y a la possibilité que la population va survivre parce qu'il y avait des individus avec une variante résistante. Par contre, si on a une population qui n'est pas vraiment diversifiée, donc on ne va pas trouver, il est moins probable qu'on va trouver des variantes qui sont résistantes. Donc, si on a le stress environnemental, et donc toute la population va disparaître. Alors, avoir peu de diversité génétique est vraiment mauvaise pour une population. Et la question maintenant, c'est quelles sont les causes de la perte de diversité génétique? Bon, l'une des principales causes est la réduction de la taille des populations. Ces réductions peuvent se produire naturellement, mais elles sont souvent causées aussi par les activités humaines ou les changements climatiques. Maintenant, regardez cette population et imaginez que la moitié de la population est éliminée. OK? Donc, cette réduction de la taille des populations se traduit par une réduction de la diversité génétique. Donc, je veux revenir un peu avant. Avant de la réduction, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variantes. Et maintenant, on a la réduction des populations. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a seulement 1, 2, 3, 4 variantes. Donc, même si la population augmente à nouveau rapidement, les 4 mêmes variantes restent et on ne retrouve pas tout de suite la diversité originelle. Regarde, on a 1, 2, 3, 4. On n'a pas pu récupérer la diversité originelle. Et pour pouvoir récupérer la diversité originelle, il faut attendre plusieurs centaines de générations. Donc, ce n'est pas facile du tout. Et bon, il y a en fait une dernière chose que je veux partager avec vous par rapport à la génétique de Luciole. Et bon, en fait, c'est vraiment incroyable ce que je veux dire maintenant, parce que ça nous donne vraiment le pouvoir de pouvoir trouver beaucoup de choses importantes chez les Lucioles. Et, pardon, bon, ok. Oui, le déclin de la population réduit la diversité génétique, oui, c'est vrai, même après l'expansion de la population. Donc, ce que je veux dire maintenant, c'est, je vais parler un peu de la distribution des variantes. Et le nombre de lucioles individuelles qui portent une mutation particulière donne un indice très important sur l'histoire de la population. Okay? Et quand je parle de l'histoire de la population, je parle de la démographie et de l'adaptation. La démographie, c'est le changement de taille des populations, les migrations, les mélanges entre les populations. Okay? Donc, regardez. Si on a une mutation comme ça, qui apparaît seulement dans un seul individu. Okay? Si on va faire maintenant un histogramme avec les individus qui portent des mutations. Si on a un individu, ou 2 individus, ou 3 ou 4 individus qui portent une mutation. Donc, cette mutation-là, cette T, est portée seulement par un individu, donc on va le mettre là-bas. Après, cette mutation-là est portée aussi par seulement un individu, donc on va le mettre là-bas. Cette mutation-là est portée par 2 individus, donc on le met là-bas, et on continue comme ça. Cette mutation, un individu là-bas, cette mutation, 2 individus là-bas, et la dernière mutation là-bas est portée par 3 individus, donc on la met là-bas. Alors, de nombreuses études montrent que si une population ne subit aucun stress environnemental, ça veut dire qu'il n'y a pas de sélection naturelle, pas de changement de taille de population, pas de migration, pas de mélange avec des autres populations. Donc, cette distribution de mutations est comme ça. Environ 30% des mutations se produisent chez un seul individu, un peu moins de 20% de mutations se produisent chez 2 individus, etc.
Et une telle population, une population avec pas de sélection naturelle, pas de changement démographique, tout ça, s'appelle une population neutre. Et maintenant, ça vient la partie qui est vraiment incroyable. Je vous montre. Et la forme de cet histogramme, la forme de cette distribution, change si la population subit des changements démographiques ou une sélection naturelle. Par exemple, si une population réduit sa taille et puis augmente rapidement, la distribution des mutations ressemble à ça, avec beaucoup plus d'individus qui se produisent chez un seul individu, beaucoup plus de mutations, pardon, qui se produisent chez un seul individu. Par contre, s'il y a un mélange de populations, la distribution a cette autre forme. De la même manière, si on a de la sélection naturelle ou de l'adaptation, ça façonne également la distribution des mutations, parfois comme ça et parfois comme ça. Donc, imaginez le pouvoir qu'on a avec cette information pour décrypter l'histoire d'une population. Habituellement, quand on regarde les lucioles dans le jardin ou près de la rivière, il est difficile de deviner l'histoire de leur population. Sont-elles mélangées? Sont-elles en train d'augmenter la taille de la population ou de la réduire? Sont-elles diverses? Ou si elles s'adaptent à quelque chose, à quelque stress? Quels gènes sont impliqués? Mais avec des séquences, si on a des séquences, on a leur génome, on peut littéralement scanner le génome partie par partie et regarder ces distributions. Ça nous dit quelle partie du génome montre un signal de sélection naturelle ou d'adaptation, ou quelle partie du génome montre de changement de taille des populations ou des mélanges de populations, etc. De plus, on peut comparer les génomes de deux populations ou de deux espèces différentes, par exemple, qui vivent dans des lieux différents et sont adaptés à des environnements différents, comme ça. Et si on fait ça, bon, on peut vraiment faire une comparaison entre ces deux populations, ces deux espèces, et on peut identifier les gènes qui pourraient être responsables de cette adaptation, ainsi que découvrir leurs différentes histoires de populations. Avec ça, maintenant, je veux finir la partie de génomique. J'espère que c'était facile à comprendre, mais je veux parler maintenant un peu avec le projet qu'on a. Avant, je veux juste passer un petit peu de temps avec un projet qu'on a eu en Amérique du Nord. En fait, on a déjà appliqué ces outils que je viens de décrire pour étudier l'histoire de Photinus spiralis. C'est une espèce, c'est la luciole américaine en fait, qui vit en Amérique du Nord, en Amérique centrale et aussi au nord de l'Amérique du Sud. Donc, cette espèce-là, comme le ver luisant en Europe ou en Suisse, vit dans plusieurs latitudes. Et cette distribution va jusqu'en Amérique du Sud, comme j'ai déjà dit. Donc, en utilisant des séquences génomiques ainsi que des analyses informatiques, et on a pu établir que l'origine de Photinus en Amérique du Nord, en fait, vient du Texas. Okay? Mais naturellement, on doit encore échantillonner un peu plus de populations en Amérique centrale, parce que si la population la plus ancestrale de l'Amérique du Nord vient du Texas, il est alors probable que Photinus soit originaire de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud, et ensuite migré vers le Nord. Mais le succès de cette étude était possible parce qu'on avait le génome des références de la luciole américaine. Et c'est exactement ça que je veux faire avec le luciole suisse, parce qu'on n'a pas ce genre de données pour la Suisse, même pas pour l'Europe. Donc, c'est pourquoi que j'ai proposé un projet de génération des génomes de référence et des génomes de population pour les 3 espèces dont j'ai parlé au début de cette présentation. Et bon, pour pouvoir faire tout cela, plusieurs étapes sont nécessaires. D'abord, bon, on a besoin du financement. Et heureusement, bon, la Société vaudoise des sciences naturelles et la Société académique vaudoise ont accepté de soutenir ce projet en octobre 2019. Et après, on avait l'échantillonnage. On a échantillonné déjà les lucioles en juillet et en août 2020. Il y a un an exactement, on a fait tout ça. On avait le travail de laboratoire. On a effectué tout le travail de laboratoire pour la préparation des échantillons, pour l'extraction de l'ADN, etc.
Et on a fait tout ça entre septembre et octobre 2020. Après, on avait besoin du séquençage. On a séquencé le génome complet des 3 espèces de lucioles, l'Empyris, Luciola et l'Ambroisa. On a fait ça entre novembre 2020 et février 2021. Et bon, finalement, la dernière partie du projet, c'est les analyses des données génomiques. Et depuis mars de cette année, on fait l'assemblage du génome et aussi toutes les analyses génomiques des populations. En fait, le plan, c'était déjà de finir maintenant tout ça, mais bon, on a eu la pandémie au milieu de tout ça et bon, tout le monde était affecté par ça. Mais bon, on est déjà en train de finir. Je crois que cette année déjà, on va vraiment finir ce projet. Mais maintenant, je vais juste parler un tout petit peu de lieux, les lieux d'échantillonnage. Nous avons en fait prélevé des échantillons au sud et au nord des Alpes. Pourquoi on a fait ça? Alors, les Alpes sont très pertinentes car elles constituent une barrière géographique naturelle qui sépare l'Europe en régions avec des climats différents. Par conséquent, on s'attend que les génomes montrent des signaux différents pour les espèces qui vivent plus au sud par rapport aux espèces qui vivent plus au nord. Par ailleurs, on est intéressé particulièrement au génome de l'Empyris, le verluisson, parce qu'il vit largement au nord et au sud des Alpes. À Lausanne, ou dans les cantons de Vaud, autour de Lausanne, on a échantillonné la luciole d'Italie plutôt à divers endroits le long du lac Léman. Et on a échantillonné le verluisson plutôt au nord à divers endroits au nord de Belmont-sur-Lausanne. Et concernant l'analyse des données, bon, on a, comme déjà dit, on a déjà séquencé avec succès les génomes des 3 espèces, l'Empyris, Luciola et l'Ambroisa. Actuellement, on est en train de finir la notation des 3 génomes. Par annotation, je veux dire de trouver toutes les gènes qui sont là présents. Et en fait, on a déjà récupéré plus de 90% de tous les gènes. Et on a déjà commencé avec les analyses génomiques pour calculer la diversité génétique, pardon, et trouver les signaux d'adaptation et de changement démographique. Et bon, comme c'était promis, les génomes de référence de l'Empyris noctiluca, les verluisson sera du canton de Vaud. Et j'ai aussi une bonne nouvelle, c'est que en fait, le génome de référence de Luciola italica sera aussi du canton de Vaud. Donc, on est vraiment content par ça. Et bon, j'arrive à la fin de ma présentation. La conclusion, c'est que bon, les lucioles jouent un rôle important dans notre écosystème. Il est donc nécessaire de préserver leurs habitats. Après, on sait que les activités humaines et les changements climatiques ont un impact sur les populations de lucioles en Suisse. Ainsi, on veut étudier l'histoire adaptative et démographique des lucioles européens et suisses, et précisément pour cela. L'adaptation et l'histoire démographique laissent des signaux sur les génomes. Et par conséquent, on a séquencé, pour cela en fait, c'est la raison pour laquelle on a séquencé les génomes de ces 3 espèces de lucioles en Suisse. Et cette information génomique nous aidera à trouver les gènes responsables de l'adaptation à différents environnements et nous indiquera quelles populations sont les plus diversifiées génétiquement. Et en fait, savoir tout cela est important pour la conservation, que c'est en fait la première conclusion que je viens de dire. Et bon, et comme ça, j'aimerais bien faire le remerciement. D'abord, la Société vaudoise des sciences naturelles et la Société académique vaudoise pour le soutien. J'aimerais bien remercier Anne Freitag du Musée de zoologie Lausanne parce qu'au début du projet, elle a vraiment beaucoup aidé. La Direction générale de l'environnement pour nous donner le permis de collecte, pour nous laisser faire des collections dans les cantons de Vaud. Et ces personnes-là, vraiment très importantes, Yannick, Steve, Vivienne et Émilie, sont vraiment aidés avec l'échantillonnage, en effet. Et aussi mes collaborateurs, Anna et Sébastien, en Allemagne, parce que, bon, on a fait le projet ensemble. Et bien, merci à vous pour votre temps.
Merci beaucoup, Pablo. C'est très gentil. Euh, Peut-être quitter du coup le mode plein écran, comme ça je peux remettre oui, tout le monde. Voilà, excellent. Bien, on est un petit comité, donc moi je vous propose, si vous voulez, rallumer vos vidéos, rallumer vos micros, et puis on peut participer à un moment d'échange, de discussion, de questions. Je ne sais pas si vous avez déjà une question brûlante à poser à Pablo. Sinon, je débute comme ça pour délier un peu les langues. Toutes les analyses génétiques, comment est-ce qu'on les fait? On se croirait un petit peu dans un film de police scientifique. Comment ça se fait? en fait, dès qu'on a le génome, c'est tout fait dans l'ordinateur. En fait, on va vraiment avoir toutes les séquences, comme le slide que je montrais dans la présentation. On va voir vraiment toutes les séquences ACTG, ACTG qui appartiennent à chaque espèce et à chaque individu de la population. On a vraiment de outils informatiques pour faire cette analyse, pour faire les scans génomiques partie par partie. Et c'est comme ça qu'on le fait. Ça prend du temps aussi parce que ce sont des génomes avec vraiment millions de nucléotides, millions de molécules. Donc, ça prend du temps, mais heureusement, on a de clusters informatiques à l'Université de Lausanne. Et avec ça, c'est vraiment possible de le faire juste en quelques semaines, quelques mois. On a tout ça. Du coup, et physiquement, pour extraire ces informations A, T, C, G, Bon. c'est avec des spectromètres, c'est En fait, avant, c'était comme ça, oui. Mais maintenant, on a des nouvelles technologies, en fait, avec des machines qui... la manière, c'est vraiment de couper l'ADN dans des tout petits parties et lire chaque molécule ATCG dans ces petites parties. Ça s'appelle, en anglais, en fait, ça s'appelle Next Generation Sequencing. Et maintenant, il y a vraiment beaucoup de compagnies en Suisse, en Allemagne, partout dans le monde qui font ça. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est de préparer l'ADN. Et dès que l'ADN est déjà préparé, on envoie ça dans cette compagnie et après, il renvoie déjà cette petite partie. Et après, moi, avec des outils informatiques, je vais commencer à faire l'assemblage des génomes. C'est comme ça que ça marche. d'accord, je comprends. Merci. Du coup, on peut se gratter un bout de peau et puis l'envoyer à ces laboratoires pour savoir d'où est-ce qu'on vient. Oui, exactement. Ok, merci. D'autres questions? Oui, moi je Anne. voulais féliciter. Ah, Merci beaucoup. Et puis j'ai une question en tant qu'ancienne biologiste. Il y a longtemps que je ne travaille plus dans ce domaine. Est-ce que votre technique, elle peut s'appliquer à d'autres espèces? Bien sûr, oui. En fait, j'ai appliqué pendant mon doctorat, j'ai appliqué cette technique-là pour la drosophile, comment on s'appelle en français, ça, drosophile aussi, oui. la mouche de la fruit, oui. Et oui, c'est aussi pour vraiment pour n'importe quelle espèce que l'organisme, pour les humains, mouches, pour les plantes, pour le luciole, pour les insectes, pour tout ça, c'est possible d'étudier maintenant. Je crois que la majorité des biologistes qui travaillent dans le domaine de la génomique utilisent ces outils-là, cette technologie. Oui, moi j'ai une question aussi. Est-ce que chaque individu, que ce soit végétal ou animal, a un génome différent par rapport à un autre individu de sa même espèce? Oui, en fait, il y a plusieurs niveaux de différence. Entre des individus de la même espèce, on a des différences, comme je viens de montrer, mais on n'a pas trop de différences parce qu'ils sont vraiment de la même espèce. Et si on va comparer un génome d'une plante avec un génome d'un insecte, bon, ça c'est vraiment différent. On trouve des différences un peu partout. C'est comme ça. C'est seulement les jumeaux qui seraient identiques?
Les jumeaux, en fait, les jumeaux, je crois, en fait, c'est intéressant cette question parce que ma copine, elle a une jumelle. Donc, en fait, j'étais en train de lire avec, euh, à propos de cette question. En fait, pour les jumelles, au début, leur ADN, c'est complètement identique. Mais quand elles sont, ou ils sont en train de grandir, alors avant de la naissance, ils commencent à se reproduire, les cellules se reproduisent tout le temps et on commence à avoir des petites mutations qui donnent un tout petit peu de différence. Donc, si on va comparer les jumelles qui sont déjà des adultes, on va aussi voir que leur ADN n'est pas complètement identique. Mais bon, c'est comme ça, oui. C'est vraiment intéressant ça. Mais en fait, c'est vraiment le plus proche possible que tu peux avoir quand quelqu'un compare des ADN, c'est vraiment entre les jumelles. Moi, j'ai une petite question de Luciole. Oui, Alors, oui. salut Pablo déjà. Salut. Voilà, on se revoit quand même. Oui, on se revoit finalement, oui. Enfin, Enfin, oui. les lucioles que tu as échantillonnées dans la région lémanique, est-ce que c'était la population qui est à Lausanne au parc Bourget? Il y avait je crois que j'ai passé aussi un peu sur le parc de Bourget, mais aussi un peu plus loin. Mais il faut que je regarde Voilà, les coordonnées oui, géographiques. parce que ce sont des populations qui ont été introduites en fait, qui Oui, viennent du oui, Tessin. oui, exactement. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi en tenir compte dans l'étude en disant qu'elles ne sont pas originaires elles sont pas originaires du canton de Vaud en fait. Elles ont été amenées là. On ne sait pas Oui, exactement par qui, mais voilà. oui, vraiment, tu as vraiment raison. En fait, j'ai oublié le nom de la personne qui a fait l'introduction, mais il y a eu deux essais. Un c'est en 1938 et un autre c'est en 1940. Et le deuxième essai était avec succès. Et la population était vraiment bien introduite au bord du lac. Oui, tout à Donc, fait. je veux bien tenir en compte ça. Je reviens sur la génétique. Bon, Du coup, on parlait des jumeaux avant, et puis ça m'interpelle un petit peu. Parce que du coup, les humains, les enfants ont un petit peu du génome du père, un petit peu du génome de la mère. Mais du coup, il y a quand même ce mélange qui est fait. Ça doit donner ça doit donner un mélange incroyable dans vos différents enregistrements. Comment est-ce que vous arrivez quand même, du coup, à corréler ces suites de lettres, suites de gènes? Vous en prenez qu'une seule partie, hein? Alors, la question est comment on arrive à trouver les séquences qui viennent de la mère et du père, ou c'est sur quoi la question? Comment est-ce que les gènes se mélangent entre le père et la mère? Oui, alors, bon, il y a dans en fait, c'est un processus qui se passe dans la cellule, parce que quand les chromosomes sont en train de se séparer, OK, vers une moitié qui va dans une côté de la cellule et l'autre moitié du chromosome qui va dans l'autre côté avant la division cellulaire. Donc, on ne sait jamais quel côté du chromosome est allé dans quelle partie. Donc, c'est pour ça qu'il y a le mélange des gènes entre le père et la mère. Et D'accord. chaque fois, pour chaque enfant, on a un mélange un tout petit peu différent. Et pour les jumelles, en fait, si je ne me trompe pas, on a les mêmes, on a deux types de jumelles, en fait. On a les jumelles qui sont identiques et les jumelles qui ne sont pas identiques et qui viennent de... Les jumelles qui ne sont pas identiques, en fait, c'est comme avoir un frère ou une sœur qui sont complètement indépendantes. Mais s'ils sont identiques, donc on a exactement le même jeu de gènes, mais les mutations, ils arrivent après. C'est à peu près c'est les connaissances que j'ai. D'accord. Ouais. J'ai une question sur les lucioles. Oui. Elles ont une reproduction seulement
sexuée ou aussi par parthénogenèse, comme d'autres insectes? Alors, ce que je sais, c'est que la reproduction sexuelle, c'est vraiment c'est la manière, mais je ne sais pas. Anne, est-ce que tu sais s'il y a de reproduction sexuelle? Je ne crois pas, en fait. Je crois que c'est seulement la reproduction sexuelle qu'on trouve. Oui, oui, seulement reproduction sexuelle, oui. Encore une question. Ah, voilà, David qui a une question. Il y a un problème de micro. Il voulait savoir, est-ce que les recherches de Pablo ont aussi influencé la phylogénie? Dans le sens où j'imagine qu'il n'y a pas dû avoir beaucoup d'études génétiques sur cette famille. En fait, c'est une bonne question. Merci beaucoup pour la question. En fait, la phylogénie des lucioles, la famille qui s'appelle l'Empyridae, en fait, a été publiée récemment. Je crois qu'elle a été publiée en 2018 ou 2019, la phylogénie complète. Mais ce n'est pas une phylogénie qui est datée, qui est calibrée. Ça veut dire qu'on a, pour savoir exactement quand était l'origine de chaque groupe de lucioles, ça, ce n'était pas encore fait. Et moi, en fait, je fais partie d'une étude où on a fait ça. Et j'espère, on va publier ça en juillet ou en août de cette année. Mais oui, c'est ça. On est content de vraiment pouvoir faire des contributions pour avoir la phylogénie complète des lucioles. Merci. J'ai une question. La phylogénie, c'est l'arbre généalogique de cette famille? Exactement, oui. C'est comme l'arbre généalogique, oui, c'est ça. On va vraiment faire la comparaison généalogique de chaque espèce de luciole et voir quelles espèces sont liées au plus proche de cette espèce. Moi, j'ai une question. Allez-y. Oh là là. Moi, j'ai une question sur la durée de vie des lucioles. Combien de générations elles ont dans une année? Ici, il y a plusieurs pontes ou comment ça se passe? Oui, en fait, alors chaque espèce a un temps de génération un peu différent, mais pour les espèces que j'ai étudiées, si je ne me trompe pas, on a une génération, soit une génération par an ou une génération chaque 2 ans pour les perluissants au moins. C'est très lent alors. Oui, exactement, c'est très long. Donc, c'est pour ça qu'on est intéressé à vraiment protéger cette population parce que si on perd la population, on va perdre la diversité génétique. C'est important d'avoir la diversité génétique pour la conservation. Donc, si on perd ça, donc ça va prendre vraiment beaucoup des années, 200 années, 400 années, 500 années pour récupérer la diversité génétique. Donc, c'est ça. Donc, elle passe l'hiver. Pardon? Donc, elle passe l'hiver en tant qu'adulte. C'est pas seulement des larves qui passent l'hiver. Les adultes passent aussi en hiver. Elles vivent plusieurs années. Alors, je crois que Anna, tu sais un peu mieux ça. C'est les larves qui vivent 2 ans. Et les adultes ne vivent que 2 ou 3 semaines et c'est pour ça qu'on peut les observer en juin-juillet. C'est la larve qui a une longue durée de vie comparée à l'être humain où le stade d'enfance et d'adolescence est plus court que le stade de la période adulte. Mais du coup, chez les lucioles et les vers luisants, la durée de vie de la larve est nettement plus longue. Ah, d'accord. Merci beaucoup. En fait les adultes sont là seulement pour faire la reproduction et dès que c'est déjà fait, donc c'est plus nécessaire de le savoir. Donc, c'est pour ça que... C'est comme beaucoup d'insectes, comme le hanneton par exemple. Oui. On parle du coup de réponse aux stress environnementaux des lucioles. Vous avez une petite idée de l'état en Suisse
si on va plutôt vers le beau ou plutôt vers les stress importants? En fait, bon, j'ai trouvé, comme j'ai montré dans la présentation, le cas du canton de Zurich. En fait, j'essayais de trouver des données similaires pour les cantons de Vaud. Et je n'ai pas réussi à trouver ça. Alors, j'étais présent dans une présentation il y a 2-3 ans d'un chercheur de Berne qui s'appelle Raphaël Arletta. Et lui, il travaille vraiment avec la conservation en Suisse. Je me rappelle très bien qu'il avait une slide avec de toute la Suisse, avec avec des zones humides, avec des endroits où pas forcément les lucioles, mais les insectes peuvent habiter. Et j'étais vraiment étonné des changements. Alors, si on fait vraiment la comparaison entre alors, au début du siècle avec maintenant, on a vraiment perdu beaucoup de habitats, beaucoup de endroits. Donc, j'imagine que alors pour le canton de Vaud, c'est similaire, mais bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vu, mais il faut faire quelque chose, je crois. Et à notre niveau, comment est-ce qu'on peut faire pour justement protéger cette espèce? À mon avis, bon, il y a plusieurs choses à faire. Je crois que c'est très important de savoir quelles sont les populations qui sont les plus diverses génétiquement. C'est le premier pas, à mon avis. Parce que si on sait quelles populations sont les plus diverses, on va savoir quels sont les endroits où il faut faire attention. Je ne sais pas si jamais il y a un projet, je ne sais pas, de la CFF, je donne juste un exemple, qui vont alors construire quelque chose par l'endroit A ou endroit B. Donc, on va vraiment faire un peu de pression pour qu'ils puissent alors aller plutôt pour l'endroit où les lésions sont moins diverses et protéger les lésions qui sont plus diverses. Ça, c'est une manière, mais c'est juste un exemple que je viens de l'avoir dans ma tête. Mais il faut aussi avoir de... En fait, c'est pas mal en Suisse qu'il y a pas mal de parcs naturels et pas mal de régions qui sont protégées, où il est vraiment interdit d'avoir d'impact humain. Mais bon, moi je travaille plutôt avec la partie génétique, mais avec la partie de conservation, c'est pour ça que, en fait, je fais aussi contact avec Anne, parce que avec le musée de zoologie de Lausanne, je crois que je peux trouver aussi beaucoup plus d'expertise pour avoir des plans de protection. Encore une dernière question. Vas-y. Sinon, on peut conclure gentiment. Bien, bien. Alors, toc. Voilà. Bien, moi, juste quelques annonces. Du coup, pour ce soir, il repleut momentanément maintenant. Il y a quelques averses qui passent. On va quand même vous attendre avec Anne Freitag sur place vers 22 h. S'il y a beaucoup de monde, je ne sais pas, bon, on restera un peu sur place pour que Anne puisse présenter ses collections du musée. Et s'il n'y a pas grand monde, on se balade volontiers avec vous. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, il y a tous les plans avec les idées de parking qui sont disponibles sur notre site de la SVSN. S'il vous plaît, on m'a recommandé de ne pas parquer la voiture dans les champs, mais il y a plusieurs autres possibilités. Sinon, le dimanche 12 décembre, il y aura la sortie de l'Union vaudoise des sociétés scientifiques qui se fera au Mormont, une sortie multidisciplinaire. Le 22 septembre, on aura la conférence de Sylvain Antoniazza, également quelqu'un de la région d'Yvonand, sur les changements des populations d'oiseaux en Suisse.
puis de octobre à novembre, on aura 5 conférences avec un rythme assez soutenu sur le thème du froid, en partenariat avec les musées du Palais de Rumine. Et puis également, vous pouvez retrouver voilà, un article déjà de Pablo Duchesne dans le précédent bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles. Et puis, à la fin de cette année, ce sera un petit peu spécial, on aura notre 100e bulletin. Donc, si voilà, certains d'entre vous ont des idées d'articles ou un intérêt, eh bien, vous êtes les bienvenus pour prendre contact avec nous pour voilà, un article sur différents thèmes. Voilà. Hop. Pour les informations. Donc, voilà. Je repose ma question du début. Est-ce que j'ai entendu déjà qu'il y en a certains d'entre vous qui comptaient venir du coup à la Moguetta. Je ne sais pas, David, du coup, on ne vous a pas entendu. Nicole. Oh, voilà, ouais. Sylviane, comme ça, je sais Alors, moi, pas. non, parce Sophie. que j'habite quand même pas tout près et j'ai pas de D'accord. voiture. Donc, j'ai appris ce soir seulement qu'il y avait cette conférence. Mais C'était avec beaucoup de plaisir. Sylviane, je voulais te proposer de venir te chercher et te ramener après. C'est chouette d'avoir une grande sœur. On se téléphone. Voilà. D'accord. Je suis là au port à Yvonneau. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Prenez des parapluies, des bottes, des vestes de pluie. En tout cas, c'est humide. Mais moi, c'est avec plaisir que je viens. Je vous remercie beaucoup pour cette conférence. Merci beaucoup alors. Et du coup, merci beaucoup à Pablo pour son temps, ses recherches très intéressantes. Merci beaucoup pour cette conférence qui était vraiment super et très, très claire. Un grand merci. Merci à vous. Et puis du coup, à tout à l'heure. À bientôt pour les autres et merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.